Bonjour, je m'appelle Claude Rahn et je suis membre de CPA Canada. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la planification successorale. Qui parmi vous a un testament écrit? Qui parmi vous compte en faire un bientôt? Si vous n'avez pas de testament écrit, vous n'êtes pas seul. Selon un sondage mené par BMO, la banque privée Harris, la moitié des Canadiens n'ont pas de testament. 60% de ceux qui n'ont pas de testament comptent faire un dans les prochaines années. Les gens sont peut-être rebutés parce que ce n'est pas plaisant de parler de notre propre mortalité. Pourtant, il faut le faire. Il faut rédiger un testament, quelle que soit l'étape de notre vie, surtout après des événements majeurs comme le mariage ou la naissance d'un enfant. Dans notre programme aujourd'hui, on va parler qu'est-ce que la planification successorale. Le processus de la planification successorale, les outils et les stratégies à envisager, comment rédiger un testament, nos ressources utiles et, comme à chaque présentation, une période pour vos questions. Cette présentation est conçue pour être interactive. N'hésitez pas donc à me dire si vous avez des questions à fur et à mesure. Je compte aussi vous laisser un peu de temps à la fin de cette présentation. Qu'est-ce qu'une planification successorale? C'est un processus et qui consiste à établir un plan de distribution de vos biens. Un plan permettant de protéger les personnes et les choses qui vous sont chères, de votre vivant ou à votre décès. Votre plan successoral devrait aussi inclure les mesures à prendre dans l'éventualité où, à un moment donné de votre vie, vous ne seriez plus capable de prendre des décisions. Par exemple, une blessure ou une maladie grave. Pourquoi est-ce nécessaire? Un plan successoral permettra à vos personnes à charge et à vos bénéficiaires de disposer du revenu et des biens qu'il leur faut pour leurs besoins courants. Vous devrez peut-être prévoir comment votre revenu pourra être remplacé si vous deviez le perdre. Vous tenez probablement à ce que vos personnes à charge conservent leurs habitudes de dépenses normales sans avoir à modifier de façon importante leur mode de vie lorsque vous ne seriez plus là. Il existe une autre raison de planifier sa succession: réduire au minimum, voire éviter les conflits familiaux. En établissant un plan, vous pouvez prévoir les difficultés et aider les membres de votre famille à comprendre la raison de vos décisions. Un plan successoral vous permet d'exprimer vos volontés quant à la façon dont vos affaires doivent être administrées, y compris la garde de vos enfants. Si vous n'exprimez pas vos volontés, d'autres instances, comme le gouvernement, les tribunaux ou encore des gens que vous n'avez peut-être pas confiance, risquent de prendre des décisions avec lesquelles vous ne seriez pas d'accord. Un plan successoral permet de réduire au minimum les frais d'administration et les impôts, de façon à ce que la plus grande part possible de votre patrimoine soit léguée à vos héritiers. Enfin, le fait d'avoir un plan successoral procure une certaine tranquillité d'esprit. On éprouve de la satisfaction à mettre de l'ordre dans ses affaires. La planification successorale est la façon la plus efficace de subvenir aux besoins de ses proches et de ses amis. Examinons ensemble le processus de planification successorale. Sur le plan financier, la plupart de vos objectifs seront axés sur la préservation et la répartition de vos biens. Vous devez également chercher à réduire les impôts à payer et vous assurer qu'il y aurait assez de fonds pour combler le besoin courant. Pour commencer, vous devez examiner votre situation financière actuelle dans son ensemble. Identifier tous vos biens et toute forme de propriété, individuelle, conjointe, participation dans des entreprises, ainsi que le produit de vos polices d'assurance vie et vos héritages potentiels. Vous devez ensuite envisager des stratégies et des outils pour exécuter votre plan dans les meilleures conditions.
Nous aborderons certains d'entre eux aujourd'hui. Vous devez aussi choisir une personne qui veillera à ce que vos volontés soient respectées. Vous trouverez peut-être utile, dans le cadre de l'élaboration de votre plan, de consulter un professionnel. Par exemple, un conseiller juridique, comme un notaire ou un avocat, qui est spécialisé en testament et en succession et qui pourra vous aider à rédiger des documents juridiques. La mise en œuvre de plans pourrait également supposer le transfert de biens et la souscription d'assurance. Votre plan successoral doit être tenu à jour en tout temps. Il est fortement recommandé de réexaminer et de mettre à jour votre plan tous les 3 à 5 ans, ou dès qu'un événement majeur se produit, comme un mariage, un divorce, naissance d'un enfant, obtention d'un héritage ou de graves problèmes de santé. Il y a plusieurs outils à envisager dans l'élaboration d'un plan successoral. Des procurations, des testaments, des comptes conjoints, des donations, des fiducies et une assurance vie. Nous allons maintenant examiner chacun d'entre eux. Qu'est-ce qu'une procuration? Une procuration, aussi appelée mandat, est un document juridique qui permet à un tiers d'agir en votre nom. Bien qu'elle puisse être utile, la procuration confère aussi beaucoup de pouvoir. Elle permet à d'autres personnes d'agir pour votre compte, tout comme si vous preniez vous-même les décisions. Chaque province a ses propres lois pour régir les procurations. Il vaut donc mieux consulter le bureau du procureur général ou du ministre de la Justice pour avoir de plus amples informations. Quoi qu'il en soit, la procuration perd toute validité lorsque son auteur décède. La procuration ne peut pas servir à léguer des biens à la mort de son auteur. Quand une personne décède, le liquidateur, aussi appelé exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, qui est nommé dans le testament du défunt, prend en charge les biens de ce dernier et les partage conformément aux volontés exprimées dans le testament. La procuration peut être particulièrement importante. Par exemple, à cause d'un problème de santé grave. Vous vous trouvez dans la possibilité de vous occuper de vos affaires, c'est-à-dire de gérer vos finances, de payer vos factures ou de prendre de décisions importantes. Elle peut aussi être utile si vous partez en vacances ou en voyage pour une longue durée et qu'il vous faut quelqu'un pour s'occuper de votre maison. C'est vous qui décidez de l'entrée en vigueur ou de la durée de la procuration. Elle peut être donnée pour une période déterminée, comme la durée de vacances prolongées, ou n'entrer en vigueur qu'au moment où vous devenez invalide. Une procuration générale donne au mandataire le pouvoir de faire tout ce que l'auteur de la procuration pourrait faire lui-même. La procuration spécifique donne au mandataire seulement le pouvoir d'agir dans un but particulier, par exemple l'achat d'une maison. Il y a généralement 2 types de procuration, celle relative à l'administration des biens et l'autre relative aux soins de santé. La procuration relative aux soins de santé, qu'on appelle parfois testament biologique, est un document dans lequel vous notez vos volontés pour l'éventualité où vous tomberiez malade et seriez incapable de communiquer vos souhaits concernant le traitement. On s'en sert souvent, par exemple, pour indiquer qu'on ne veut pas être maintenu artificiellement en vie s'il n'y a pas d'espoir de guérison. On peut aussi indiquer, au contraire, que tout devrait être fait pour prolonger la vie aussi longtemps que possible. Certaines provinces ne reconnaissent pas les directives contenues dans un testament biologique. Mais ces directives donnent néanmoins de conseils utiles pour les mandataires et les membres de la famille. Gardez à l'esprit que pour ces 2 rôles, vous devez nommer quelqu'un de neutre, d'impartial, qui est capable de prendre des décisions dans des moments difficiles. Avant de parler de l'importance de rédiger un testament, examinons ce qui se passerait si vous mouriez sans avoir un testament. Si vous décédez sans testament, on parle alors d'un décès intestat. L'État fera le partage de vos biens selon une formule prédéterminée.
Il pourra s'écouler un certain temps avant que le tribunal ne nomme un liquidateur pour votre succession. Dans l'intervalle, vos biens seront gelés. Les biens distribués risquent d'être imposés sans planification stratégique préalable. En général, tous les biens sont liquidés, ce qui n'est peut-être pas ce que vous auriez souhaité. Le partage de biens entre le conjoint et les enfants varie selon les provinces. Même la définition de conjoint varie et peut avoir une incidence sur le partage des biens. En général, si vous n'avez pas d'enfants, tous vos biens iront à votre conjoint. Si vous avez des enfants, ils en recevront probablement une part. Prenons l'exemple en Ontario. Si vous mourrez sans avoir un testament et vous avez un conjoint et 2 enfants, votre conjoint recevra 200 000 plus un tiers de la valeur de la succession au-delà de 200 000. Vos enfants recevront chacun un tiers de la valeur de la succession au-delà de 200 000. Autrement dit, si vous n'avez pas de testament, vous laissez le gouvernement décider pour vous du partage du fruit de votre travail et de toute une vie. À défaut d'une planification adéquate, les biens que recevront vos héritiers risquent aussi d'être lourdement imposés. Un testament vous permettra de vous assurer que vos dernières volontés seront exécutées de manière équitable et sans occasionner trop de frais. Il est important que vous en ayez un, peu importe votre âge ou votre situation personnelle, et surtout après des événements importants comme le mariage ou la naissance d'un enfant. En règle générale, il est conseillé d'engager un notaire ou un avocat pour rédiger son testament. Vous devez veiller à signer votre testament devant témoins et vous assurer que quelqu'un sache où il se trouve. Lorsque vous préparez votre testament, vous devriez aussi envisager d'intégrer des procurations pour vos biens et vos besoins médicaux. Il est généralement souhaitable de faire connaître vos plans aux membres de votre famille. Nul besoin de leur donner des chiffres si vous n'y tenez pas. Enfin, comme votre situation évolue au fil du temps, vous devriez revoir votre testament au moins tous les 5 ans ou à chaque fois qu'un événement important survient. La prochaine étape importante est le choix d'un liquidateur, ce qu'on appelle aussi un exécuteur testamentaire. Le liquidateur est la personne chargée d'exécuter vos dernières volontés. Ce n'est pas une fonction honorifique, mais un liquidateur peut demander une rémunération. Faites en sorte de choisir une personne capable et assurez-vous d'obtenir son accord préalable. Le travail du liquidateur est une responsabilité qui demande beaucoup de temps. La personne choisie peut refuser d'assumer cette charge. Après cette dispositif, faites une pause et demandez à votre audience s'ils ont des questions sur le contenu de la présentation jusqu'à date. Bien des gens ignorent qu'au décès du contribuable, l'Agence du revenu du Canada traite tous ses biens comme s'il en avait disposé à la juste valeur marchande, sauf dans le cas où ces biens ont été transmis au conjoint. Ces biens peuvent comprendre des chalets, des placements tels que les actions ou les obligations et des biens immobiliers. Si vos biens ont enregistré une plus-value depuis que vous les aviez acquis, votre succession pourra être lourdement imposée, ce qui réduira la valeur des biens que vos bénéficiaires recevront. Décéder, ça peut coûter cher. Dans le cadre de la planification successorale et lors de la rédaction d'un testament, il est bon de tenir compte de toutes les dépenses à engager et de tous les besoins de liquidité pour s'assurer qu'il y aura assez d'argent. Vous vous demandez peut-être ce que sont les frais d'homologation. Il s'agit d'un processus de validation d'un testament et du pouvoir de l'exécuteur testamentaire. L'homologation est en général exigée en cas de décès intestat, sans testament, ou lorsque la succession comprend des biens immobiliers, des actifs détenus auprès de banques et des obligations de l'État.
Ces frais varient d'une province à l'autre et sont normalement en fonction de la valeur nette de la succession totale. Le Québec est la seule province à ne pas imposer de tels frais. Il existe des moyens pour réduire les frais d'homologation auxquels votre patrimoine sera assujetti. C'est l'établissement de comptes conjoints, d'un compte de fiducie, souscription de police d'assurance ou le régime enregistré d'épargne retraite. Parlons des comptes conjoints. La propriété conjointe, c'est l'enregistrement d'actifs sous le nom de plusieurs propriétaires. C'est une façon simple de transmettre des biens sans devoir payer de frais d'homologation. Par exemple, au décès d'un des deux propriétaires, le droit de propriété est automatiquement transféré au survivant. La propriété conjointe est utile pour éviter ces frais, mais elle peut occasionner d'autres problèmes fiscaux et juridiques. Vous devez vous sentir à l'aise avec l'idée que l'autre propriétaire aura accès aux biens et aura le contrôle. Le concept de joint ownership n'existe pas en droit québécois et ne peut pas donc être utilisé au Québec. Prenez garde aux aspects juridiques liés au compte conjoint. Comme le monde est en constante évolution, les comptes conjoints sont un outil délicat et il est préférable de les laisser aux couples mariés et aux conjoints de fait. La donation d'actifs avant le décès. La façon la plus facile de transmettre des biens est probablement d'en faire don de son vivant. Cependant, la donation d'actifs avant le décès peut engendrer des impôts à payer. Si l'actif est un bien en immobilisation, il est réputé avoir fait l'objet d'une disposition à sa juste valeur marchande, ce qui déclenche l'impôt sur les gains en capital, le cas échéant. Le transfert d'argent à des enfants adultes n'a pas de conséquences fiscales. Par contre, le don d'argent à un conjoint ou à des enfants mineurs déclenche l'application de ce qu'on appelle les règles d'attribution, ce qui signifie tout revenu de première génération qui est gagné sur l'argent donné est imposé dans les mains du donateur, comme si celui-ci avait placé lui-même cet argent. Le revenu de première génération était un revenu gagné à l'origine par le donateur. Mais tout revenu gagné sur le revenu de première génération n'est pas imposable. D'autre part, les gains en capital ne sont pas attribués au donateur. Soit dit en passant, vous devriez faire attention à ne pas trop donner, parce que de nos jours, les gens vivent longtemps et vous aurez peut-être besoin de plus de ce que vous ne pensez. Vous devez aussi vous sentir à l'aise avec l'idée de perdre le contrôle du bien faisant l'objet du don. Parlons des fiducies. C'est une autre façon d'éviter les frais d'homologation. Mais le but de la fiducie ressemble à celui du testament. Tous les deux visent la transmission de vos biens à vos héritiers et à vos bénéficiaires. Le fiduciaire et le liquidateur ou exécuteur testamentaire ont des rôles semblables. Chacun est nommé par vous et chacun a la responsabilité d'administrer vos biens et de les distribuer à vos héritiers et à vos bénéficiaires. C'est vous et vous seul qui décidez, lors de la création de la fiducie, de la façon dont les biens détenus sont administrés et distribués. Si au total, la valeur de votre succession varie entre 150 000 et 200 000, les frais de création d'une fiducie peuvent en valoir la peine, ne serait-ce que pour échapper aux frais d'homologation. Alors, pour définir une fiducie, regardons ensemble les points suivants. Une fiducie est une entité juridique que vous pouvez créer dans le but de détenir divers types de biens. La fiducie peut être créée de votre vivant, fiducie entre vifs, ou à votre décès, par testament, on parle de fiducie testamentaire. Une fois vos biens transférés à la fiducie devient la propriétaire en droit.
Et le fiduciaire, quelqu'un que vous nommez, assume la responsabilité de l'administration de cette fiducie. Une des responsabilités du fiduciaire est de distribuer le revenu et les biens détenus en fiducie aux bénéficiaires désignés par vous, conformément aux dispositions de la fiducie. Vous pourriez envisager d'établir une fiducie si vous voulez vous assurer que vos biens sont gérés dans l'intérêt des bénéficiaires. Cela pourrait être un facteur important si vos bénéficiaires sont des enfants mineurs qui n'ont vraisemblablement aucune expérience de la gestion de leur argent. Sous réserve des règles établies par la fiducie, la personne qui donne les biens à la fiducie, ce qu'on appelle l'auteur ou le constituant de la fiducie, pourrait conserver le contrôle des biens, comme s'il en était encore propriétaire. Mais, comme les biens sont détenus en fiducie pour le compte des bénéficiaires, l'auteur de la fiducie n'en est plus le propriétaire en droit. Il est à noter que la fiducie peut permettre de mettre les biens à l'abri des créanciers, puisqu'elle est une entité juridique distincte de l'auteur. Cependant, l'un des objectifs les plus courants d'une fiducie est de s'assurer de la transmission de son patrimoine à ses héritiers et bénéficiaires de la manière la plus avantageuse qui soit sur le plan fiscal. La fiducie permet de créer des occasions de fractionner le revenu, c'est-à-dire de transférer un revenu ou une partie du revenu à des particuliers qui ont des taux d'imposition moins élevés et permet d'éviter les frais d'homologation. La création d'une fiducie a également l'avantage de permettre d'éviter le processus public de l'homologation. Le testament doit être homologué. La demande d'homologation doit énumérer tous les biens du défunt ainsi que leur valeur. Cette liste, qui correspond aux dispositions testamentaires, est accessible à tout membre du public qui désire en prendre connaissance, moyennant le paiement des frais modiques. Ce n'est pas le cas d'une fiducie. Toutefois, les fiducies seront bientôt soumises à des taux d'impôt progressifs, sauf pour certains cas particuliers. Ainsi, on peut se demander à quoi ressembleront les fiducies dans l'avenir. Beaucoup de Canadiens devraient envisager de souscrire une police d'assurance vie, en particulier ceux qui ont des personnes à charge. Je vous rappelle que cette présentation ne porte pas sur l'assurance vie. Et pour en savoir davantage, je vous recommande de consulter un professionnel. Toutefois, j'aimerais vous livrer 2 messages clés à propos de l'assurance vie. Premièrement, le produit de l'assurance vie est versé en franchise d'impôt à vos bénéficiaires et il échappe aux frais d'homologation. Deuxièmement, ce produit sert en général, en partie ou en totalité, aux fins suivantes. Préserver le mode de vie de vos personnes à charge. Par exemple, vos conjoints ou vos enfants peuvent garder la maison et conserver leurs habitudes de vie et ils peuvent poursuivre leurs études. Ça sert à payer les frais funéraires et les frais connexes. Ça sert aussi à payer l'impôt sur le revenu de la succession. L'assurance contre les maladies graves et d'autres assurances invalidité peuvent être utiles pour des événements majeurs, autres que la mort, notamment un accident vasculaire cérébral ou un cancer. Vous pouvez souscrire une assurance maladie grave avant de souscrire une assurance vie. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de matière ensemble. Pour faire un petit résumé, voici les principales idées qui ressortent de cette présentation. Rédigez une procuration relative à l'administration de vos biens et aux soins de votre santé. Faites la mise à jour régulière de votre testament. Nommez un liquidateur, un exécuteur testamentaire. Sachez qu'un bon plan successoral vous permettra de réduire au minimum ou d'éviter l'impôt sur votre succession. L'évitement fiscal est une pratique légale. L'évasion fiscale est illégale.
Un dernier point, c'est de réduire au minimum ou éviter les frais d'homologation. En fin de compte, vous êtes responsable de votre propre plan successoral et de votre planification financière dans son ensemble. Cela vaut vraiment le temps de prendre la peine d'approfondir cette question. CPA Canada a regroupé quelques ressources en ligne que je vous recommande de consulter. Votre institution financière propose peut-être aussi des ressources sur son site Web. Enfin, même s'il est possible de rédiger soi-même son testament, il est généralement recommandé de faire appel à un professionnel avant de mettre un plan en œuvre. J'aimerais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Et si vous avez des questions sur la planification successorale, c'est le moment de les poser. Au nom du CPA Canada, je suis heureuse de vous avoir présenté ces informations et j'espère que cette présentation vous a permis de vous familiariser davantage avec certaines questions financières.